coup, je vais appeler avec nous Monsieur Francis Valla, président d'honneur du cluster maritime français et fondateur, et également président du groupe Synergie dédié au grand fonds du cluster maritime français. Merci. Merci à toi, merci beaucoup. Bon, l'enjeu est difficile parce que déjà, le temps a été dépassé et j'avais normalement 7 minutes en venant de beaucoup plus loin. Je vais peut-être déborder un tout petit peu, mais je vais essayer d'être très très court. Enfin, le plus court possible pour ce sujet si important. Et pour ce faire, donc, j'ai refait ce que j'avais préparé et je vais vous parler en utilisant la méthode que les Anglais appellent les bullet points. C'est-à-dire, je vais prendre tour à tour énoncer quelques points que je trouve importants sur cette problématique. L'ambition de Lionel, avec raison, étant d'arriver à garder quelques places pour le débat et éventuellement des échanges qui souvent, si on a le temps de les avoir, évidemment, par nature, correspondront plus à vos attentes. Les enjeux des fonds marins sont énormes, à bien des égards d'ailleurs, hein, qui sont les mêmes d'ailleurs pour la colonne d'eau et pour les fonds marins eux-mêmes. Sauf que les grands fonds marins sont très largement inconnus. Vous le savez tous, on dit toujours qu'on connaît à peu près 5% des sols sous-marins, ce qui est faux. À mon avis, on n'en connaît même pas 2%. On connaît à peu près 10% de la faune, pas plus. Hein. Par exemple, on connaît 280 000 espèces marines, mais on estime qu'il y en a au moins 2 millions. Or, si on veut protéger, il faut connaître. Donc c'est ma première affirmation. Aujourd'hui, ça s'est un peu atténué, mais un certain nombre d'extrémistes ne veulent même pas qu'on explore les fonds marins. C'est de l'obscurantisme. Il faut au contraire explorer, connaître, pour bien protéger un océan qui est déjà extrêmement agressé. Oui, alors ça m'empêche aussi d'être dans la nuance, hein, le fait d'avoir très peu de temps, mais on pourrait nuancer dans le débat. C'est important aussi, vous le savez, là, Olivier Poivre d'Arvor l'a mentionné, c'est un immense réservoir de ressources, hein, que ce soit biologique, cosmétique, les médicaments. Il y a environ déjà entre 20 et 30 000 molécules qui nous soignent, qui sont issues de l'océan. Les énergies nouvelles, en plus de, naturellement, tout ce qui est traditionnel, les poissons, etc. Et de cette problématique qui déclenche les passions aujourd'hui, et avec raison d'ailleurs, c'est justifié, qui est celle des minéraux, puisqu'on sait qu'il y a d'énormes ressources dans la mer, et que les minéraux qu'on trouve en mer sont en général de 5 à 20 fois plus riches que ceux qu'on trouve à terre. Donc évidemment, il est normal que des questions se posent. Ce qui est c'est un autre bullet point, en faisant naître la contradiction au moins apparente entre la sauvegarde des écosystèmes marins et une éventuelle exploitation, surtout, comme je le disais, que l'océan est déjà très très agressé. On a parlé des plastiques, je ne peux pas résister à faire une incursion. Hein. J'ai co-créé une ONG qui s'appelle le 7e continent et qui lutte contre les plastiques dans le monde. J'ai vu des photos de l'Ifremer qui ne sont pas forcément diffusées, où on voit le fond des grandes fosses marines absolument tapissées de bouteilles plastiques, ce qui n'est pas d'ailleurs le plus grand risque. Nous avons découvert, avec les chercheurs du CNRS et de l'Ifremer, que ce plastique non seulement se fragmente au fil du temps dans l'océan en particules, en microparticules, en en nanoparticules, et même, on a découvert ça il y a 2 ans, en particules qui sont 36 000 fois plus petites qu'un cheveu. Alors ça paraît rien, mais on soupçonne une possibilité d'empoisonnement du plancton, et sans le plancton, on ne pourra plus respirer. Ça fait partie de la machinerie climatique du monde. Des enjeux scientifiques et économiques, juridiques, technologiques et bien sûr environnementaux. Je passe, j'avais prévu d'en décliner quelques-uns. Retenons simplement les mots-clés pour parler de tout ça. La nécessité d'être non-invasif, la nécessité de mieux savoir, de mieux comprendre, de mieux valoriser, de mieux protéger. Les grands fonds marins étant, j'y ai fait allusion lors des 2 séances du parcours pédagogique auquel j'ai participé, que je suis arrivé ici, les grands fonds qu'on connaît vraiment très très mal, mais on les connaît maintenant juste assez pour savoir qu'ils sont d'une richesse absolument incroyable. Alors qu'il y a entre 30 et 40 ans, on pensait encore que c'était des milieux morts. Hein, pas de possibilité d'oxygène, pas de lumière, pas de possibilité de photosynthèse. Et en fait, il y a un foisonnement de vie avec aussi bien une faune que des animaux qui semblent relever de la science-fiction. Il y a des enjeux de gouvernance internationale aussi qui sont très importants. Je dirais seulement
quitte à en reparler peut-être, je l'espère, dans le débat, deux ou trois points importants. Il faut non pas attaquer, mais protéger l'AIFM, l'Autorité internationale des grands fonds, où le cluster maritime est observateur. Alexandre et moi, nous connaissons bien ce sujet, et qui est certainement une des organisations, ou l'organisation du monde la plus transparente, extrêmement motivée, qui fait un travail absolument remarquable de réflexion sur ce que pourrait être un code international des minerais, dans la mesure où il y a 167 États, et que le secrétaire d'État à la mer le disait hier, simplement 28 s'intéressent à une position de pause, de moratoire, sur laquelle je reviendrai. Donc un travail, on pourra aussi y revenir, mais vraiment, croyez-moi, absolument remarquable et fait. Et d'autre part, c'est la seule enceinte. Il y a beaucoup de secteurs qui rêveraient d'avoir une autorité internationale de cette nature, parce que c'est la seule qui préserve le monde de comportements voyous qu'un certain nombre d'États, j'en cite pas maintenant, pour en parler tout à l'heure, auraient s'il n'y a pas de garde-fou. Et ceci dans un contexte où le monde international, du droit international évolue. J'en ai parlé hier soir au cinéma MK2, et où de plus en plus on voit émerger donc un nouveau type de convention, une nouvelle efficacité dans l'application, la signature, la ratification, puis l'application de ces conventions, puisque ce sont des conventions qui deviennent des conventions réellement contraignantes. J'ai oublié de le dire hier, c'est le cas de BBNJ, et ça sera naturellement le cas de ce code minier dont je parle, et qui devrait lui aussi à peu près aboutir. Il a été repoussé année après année pour être à chaque fois renforcé dans ses contrôles, qui devrait aboutir aussi en 2025 au moment de l'UNOC. Car nous sommes dans une situation totalement contradictoire, où le développement durable est nécessaire. J'y ai fait allusion aussi hier. Il va y avoir 2,5 milliards d'hommes de plus d'ici 2050. Hommes et femmes, il le fit, Véronique, je le précise à chaque fois, 2,5 millions d'hommes, 2,5 milliards, et où les énergies nouvelles, absolument indispensables, la transition écologique elle-même, suppose des consommations d'énergie qui sont accrues. Donc c'est un autre défi interne à la problématique, ou qui utilise énormément de métaux rares qui deviennent, sachant que tous les métaux deviennent stratégiques. Les métaux rares, comme les terres rares, par exemple, qui sont contrôlés à 95% par la Chine, ce qui pose un problème stratégique énorme, mais aussi les métaux plus normaux, si je puis dire, comme le cuivre, dont le prix a été multiplié par 15 dans les dernières années. Donc tout ça pose des problématiques très importantes. La meilleure des solutions, c'est le recyclage, mais on sait que le recyclage n'est pas capable de répondre aux défis. Ce qui a amené, alors ça c'est le développement durable qui est nécessaire pour que les générations actuelles vivent, pour que les générations futures puissent vivre. Et puis de l'autre côté, l'autre défi, c'est la protection absolument nécessaire, parce que si on fragilise l'océan plus qu'il est, de toute façon on est foutu. C'est une certitude, ça prendra plus de temps, mais c'est sûr. Donc il y a une contradiction qu'il faut gérer, et qui a amené le cluster maritime français à prendre une position très pionnière à un moment donné, qui est en train d'être rejointe par une majorité de pays, y compris les pays de la pause dont parlait le secrétariat d'État hier, sachant que la France s'est affichée pour une interdiction totale, dont l'ambassadeur Poivre d'Avor vient de préciser, tant que la connaissance ne permettra pas. Et nous sommes allés très loin. Nous avons prévu... voilà, je vais terminer là-dessus, parce que ça fait énormément débat. La Nouvelle-Calédonie a décidé un moratoire de 10 ans. Nous avons une position qui est un peu différente, mais dont l'esprit est le même. C'est-à-dire que nous pensons qu'un moratoire avec une durée n'est pas quelque chose nécessairement d'adapté. 10 ans, ça nous va très bien, parce qu'il faudra de toute façon au minimum 10 ans pour que les connaissances soient suffisantes pour espérer pouvoir faire quelque chose. Mais nous parlons, nous, d'un moratoire conditionnel, ce qui est un pléonasme, parce que moratoire, déjà, la définition, c'est pas arrêt, ça veut dire arrêt tant que. Mais nous rajoutons conditionnel pour bien préciser que, et c'est pour ça que nous ne voulons pas donner une période, quand la connaissance sera suffisante, il y aura peut-être des endroits, quand la connaissance sera suffisante, à ce moment-là, on pourra envisager une activité économique, mais le faire
que quand on aura des garanties, j'emploie le mot garantie, qu'on peut y aller sans abîmer les écosystèmes. C'est important, ce mot, et notre position, c'est de dire, tant que la connaissance ne sera pas suffisante, même si on pense qu'il y a des chances qu'on n'abîme pas, non, s'il y a un risque, on n'y va pas. En revanche, compte tenu des contraintes qui pèsent, s'il n'y en a pas, ça serait criminel de ne pas, comment dirais-je, y réfléchir. Donc le moratoire conditionnel que nous prenons, ça veut dire que dans certains cas, il sera éternel, et non pas de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 50 ans, mais il ne faudra jamais y toucher. Et dans d'autres cas, peut-être qu'il sera possible, et on peut le souhaiter pour l'avenir de l'humanité à partir du moment où d'abord ça ne mettrait pas en cause l'avenir de la planète, il faut regarder. Et ce moratoire conditionnel est assorti pour nous d'une condition qui n'est pas de circonstance parce que je suis là en Nouvelle-Calédonie, que nous avons affirmé depuis plusieurs années, instruit d'ailleurs par des échecs comme celui de ce qui s'est passé à Wallis et Futuna ailleurs, de l'association à tout prix, à tous les niveaux de gouvernance et de décision, d'une part des populations locales ou de leurs représentants, et d'autre part, même le cluster AEC aussi, je regarde Alex en disant ça, a été très pionnier. Là où il y aura des démonstrateurs, nous avons recommandé aussi que des ONG puissent faire partie des organes de gouvernance de façon à ce que les conclusions soient incontestables par tout le monde. Voilà. Alors après, il faudra que les ONG déterminent entre elles lesquelles iront. Vous savez comme moi qu'il y a des ONG extrêmes, des ONG qui dialoguent, etc. De la même façon que c'est le cas pour les États. Voilà, j'aurais pu vous parler, c'est un sujet absolument passionnant, qui a tellement d'aspects complexes et parfois contradictoires, mais bon, peut-être une autre fois, et merci de votre attention. Alors, le temps qu'on passe à cette vidéo, je propose qu'on change un petit peu l'ordre. Je ne sais pas si Monsieur Rofritsch est en ligne. Ah, si vous le souhaitez. Bon, Merci beaucoup. ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Je voulais saluer tous les participants de cette formidable occasion de plus de parler de nous, de notre océan et de ce qui nous rassemble tous. Saluer, bien entendu, les autorités de Nouvelle-Calédonie, nos amis du cluster maritime France et de nos clusters maritimes de l'Indo-Pacifique. C'est pas facile de parler après Olivier Poivre d'Arvor et puis Francis Vallat, mais également Pascal Lamy. Bon, j'ai du coup la possibilité de parler avant Pascal et je voulais vraiment vous dire combien je suis heureux de pouvoir intervenir rapidement et en même temps déçu de ne pas être parmi vous. Enfin, je viens d'arriver de métropole en Polynésie. Donc un grand yaorana à tous. Alors, rapidement, parce qu'on m'a donné 7 minutes, je crois, et que je viens d'en manger une avec mes salutations, je voulais vous dire effectivement que si je crois que j'interviens là, c'est pour vous parler un petit peu d'un rapport que j'ai pu commettre au Sénat, que nous avons remis en juin 2022 donc, au Sénat, qui était sur l'exploration, la protection et l'exploitation des fonds marins. Quelle stratégie pour la France? C'était donc à un mois du sommet de Lisbonne et de la position courageuse et franche qu'a pris le président de la République à Lisbonne. Et nous avons donc, nous sommes aboutis aux mêmes conclusions donc au mois de juin, un mois avant, qui consistait à dire qu'il était beaucoup trop prématuré pour envisager quelque exploitation que ce soit de nos grands fonds marins. Mais comme ça a été démontré déjà ou en tout cas expliqué déjà par Olivier Poivre d'Arvor et Francis Vallat juste avant moi, nous avons procédé en tout cas à 70 auditions, une mission en Norvège, des contacts bien sûr avec l'ensemble des centres de recherche français. Et ce rapport a donné lieu à 20 recommandations. Il est en ligne. Si vous avez un peu de temps à perdre le soir en marge de cette belle conférence, je vous invite à le consulter. Alors, peut-être rapidement, sans reprendre bien sûr l'ensemble des conclusions du rapport, vous dire que, et ça a été souligné, nous l'avons appelé Abyss et la dernière frontière. C'est-à-dire que c'est une question qui se posait, qui je crois se pose encore, une question qui d'ailleurs soulève à la fois la curiosité, mais aussi des craintes qui sont partagées, alors avec plus ou moins d'acuité par aussi beaucoup d'associations, d'organisations non gouvernementales, mais aussi par tous ceux qui aujourd'hui constatent les lacunes énormes que nous avons et qui caractérisent finalement notre absence totale de connaissance, notre absence abyssale de connaissance, si vous me passez ce jeu de mots, sur ces grands fonds marins.
Et puis, il faut rappeler aussi qu'il y a une dimension particulière dans nos cultures océaniennes, une dimension que nous connaissons tous, dans ce rapport fusionnel que nous avons, ancestral, vis-à-vis de l'océan, à la fois qui est nourricier, un océan mystique avec ce lien avec nos ancêtres, avec nos dieux, et puis qui est le vecteur de lien entre nos communautés. Et cette dimension est particulièrement importante qui nous amène à nous poser la question de cette dernière frontière, de cette nouvelle frontière de la connaissance et qui peut appeler aussi à une crainte sur le sujet même de l'exploration. Alors, sur ce plan-là, bien entendu, et Francis l'a très bien rappelé, c'est vrai que l'extrême fragilité de ces abysses, les processus biologiques qui sont décrits comme plus lents, les connexions, les interactions entre ces écosystèmes, les fonctions et services pour le climat, beaucoup de choses sont aujourd'hui supposées ou prédéfinies, nous appellent à la prudence et à la rigueur scientifique la plus stricte, pour ne pas détruire, pour ne pas altérer de manière irréversible des milieux particulièrement riches, en tout cas supposés très riches même, qu'on ne connaît pas, et dont nous voudrions étudier pleinement les potentialités. C'est aussi un impératif absolu pour nos populations, bien entendu, nos territoires. Et c'est bien une nouvelle frontière de la connaissance qu'il nous faut atteindre. Et ça, c'est en tout cas ma conviction la plus profonde, parce que c'est un devoir d'abord pour la France de par cette étendue maritime qui est la sienne, mais c'est aussi un besoin, je pense, pour nos populations de nos territoires, et j'y reviendrai tout à l'heure aussi pour nos acteurs économiques, mais avant tout pour cette soif de connaissance que nous avons de notre environnement et qui caractérise finalement nos cultures mélanésiennes ou polynésiennes dans ce grand océan Pacifique. Tout ça pour dire que la prudence ne doit pas se traduire par de l'immobilisme. Surtout pas. Il faut lutter contre nos craintes, contre les peurs qui sont exprimées par les uns et les autres, lutter contre l'obscurantisme, le mot a été prononcé, je crois, tout à l'heure, prendre les choses en main et connaître ce que nous souhaitons protéger. Connaître ce que nous souhaitons protéger. Alors, d'abord des mouvements mondiaux, parce que vous le savez, si la France doit certainement encore rattraper quelques retards et France 2030 a cette ambition de mettre des moyens supplémentaires, d'autres pays ne nous attendent pas, ça a été cité tout à l'heure. Parlons de l'Inde, parlons de la Chine, parlons des États-Unis, du Japon, bien entendu, mais en Europe, l'Allemagne, la Norvège, et nous pourrions citer davantage de pays, ne nous attendent pas sur cette connaissance, et peut-être parfois même avec beaucoup moins de précautions que nous pourrait le faire la France. Cette pollution mondiale a été citée, cette course aux grands fonds marins, y compris sous l'angle de la sécurité militaire et de l'approche stratégique, est engagée par d'autres. Donc c'est aussi une autre raison pour nous de nous y intéresser plus particulièrement. Il faut engager, bien sûr, cette quête de connaissance avec responsabilité, avec prudence, on le disait tout à l'heure, mais aussi parce que les grands équilibres de la vie sur Terre sont aujourd'hui menacés, pas parce que nous souhaitons aller explorer les grands fonds marins, parce que, vous le savez, le changement climatique est une réalité et parce qu'il y a un rapport à l'environnement et à la pollution nous devons subir aujourd'hui et sur lesquels nous souhaitons inverser les process en cours. Alors, ce sujet est avant tout ultramarin, je vais essayer d'être concis. Bien sûr, ça a été dit, 97% de la ZEE nationale est ultramarine, 68% si on prend simplement le Pacifique, 93% pour l'Indo-Pacifique, nous a dit Olivier Poivre d'Arvor. Et il est important, avant tout donc, que la France, au travers de ses outre-mer, puisse continuer d'agir au plan international. Et je souscris à ce qu'a dit Francis, il faut protéger l'AIFM, lui donner les moyens de son action pour que la France prenne ses responsabilités pour définir une éthique et un modèle au plan international de manière à ce que nous ayons cette passion et ce souci de protection de l'environnement, mais que cette organisation internationale ait les moyens de la faire respecter et de la contrôler. Parlons peut-être de casques bleus des grands océans, des casques bleus des grands fonds marins, et sans faire de parallèle avec malheureusement une situation aujourd'hui difficile par ailleurs. Mais il nous faut non seulement édicter une règle, mais pouvoir la contrôler. Enfin, c'est aussi une formidable opportunité, je pense, pour nos collectivités d'outre-mer, pour nos entreprises, pour nos jeunes, pour nos bassins d'emploi qui sont en quête aujourd'hui de nouveaux débouchés, de pouvoir nous positionner très fortement sur ces questions de l'exploration. Parce que, bien entendu, peut-être que tout ne se fera pas sur le plan industriel dans nos collectivités, même si je sais que l'industrie calédonienne est très développée, à La Réunion également. Nous avons très certainement des possibilités de filières de création en accompagnement de cet élan de connaissances. Et je sais que les clusters y travaillent déjà beaucoup parce qu'il y a des complémentarités très fortes entre nos entreprises, les instituts de recherche, ne serait-ce que sur le management d'aires marines protégées,
ne serait-ce que sur l'accompagnement de cette dronisation de l'espace maritime, de cette formidable élan de nouvelles technologies qu'il va nous falloir pouvoir gérer, maîtriser, accompagner. Et ça ouvre des débouchés très certainement avec nos universités pour que nos jeunes, nos bassins d'emploi soient prêts le moment venu à relever ces défis nouveaux. Alors, et je finirai peut-être là-dessus parce que je crois que les 7 minutes sont atteintes. Donc, c'est toujours très frustrant de pouvoir à la fois parler de ce sujet aussi passionnant dans des délais aussi courts. Vous dire que, en tant qu'ultramarin, en tant que polynésien, je suis bien entendu, comme pour beaucoup, très, très attaché à ce rapport à l'océan, ce rapport culturel, viscéral que nous avons. Je pense néanmoins aussi que c'est parce que nos ancêtres connaissaient et ont observé les courants, les vents, la nature, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, qu'ils ont pu traverser ce grand Pacifique. Alors, n'ayons pas peur de cette connaissance, au contraire, prenons notre part, parce que l'outre-mer, c'est 97% de cette ZE française, et la France, par ses outre-mer, doit prendre sa responsabilité, ce devoir d'initiative qu'elle a commencé à prendre à Lisbonne pour améliorer la connaissance de nos fonds marins. C'est donc encore une fois source de débouchés pour nos collectivités, pour nos entreprises, pour nos jeunes, mais c'est surtout l'occasion peut-être unique de participer à l'une des dernières grandes quêtes de connaissances que nous avons sur cette planète bleue, qui est celle de notre océan, de notre colonne d'eau et de nos grands fonds marins. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ni trop lent. En tout cas, à disposition si d'éventuelles questions venaient tout à l'heure. Maruru Moitai. Merci beaucoup. On passera en effet à quelques questions à la suite des présentations. Donc nous allons enfin pouvoir voir la petite vidéo de M. Pascal Lamy qui nous présentera les conclusions du séminaire du Pacific Economic Cooperation Council. D'accord. Je vais lancer la vidéo. En fait, on est trois à présenter ce soir, mais Jean-Laurent, qui fait partie du parc naturel marin du Cap Corse, n'était pas disponible à cette heure-ci. Donc la première partie du diapo est enregistrée et on prendra le relais avec Jean-Damien pour la suite. Si vous êtes prêts, je lance le partage. Bonjour à tous et désolé de ne pas être parmi vous pour cette présentation. Malheureusement, l'heure tardive ne me permettait pas de me connecter. Mais je vais vous présenter rapidement le parc naturel marin du Cap Corse et de la Grillade et les objectifs de cette étude Simon qui est réalisée avec Abissa. Alors pour ce qui est du parc naturel marin, c'est le parc naturel marin le plus grand de métropole avec 6830 km². Parc tout jeune, créé en 2016, plan de gestion validé en 2019. Une vaste zone économique exclusive au-delà de la mer territoriale, 225 km de linéaire côtier, 27 communes et un peu moins de 20 000 habitants, multipliés par 5 l'été en raison de la fréquentation touristique. Alors pour ce qui est des objectifs de l'expédition Simon, déjà on parle d'un mont sous-marin, le seul identifié dans le parc naturel marin. Et pour l'instant, nous avions des connaissances qui étaient très parcellaires sur ce mont sous-marin. C'est pour ça que c'était un objectif de notre plan de gestion, avec différents enjeux identifiés. Et donc pour l'instant, ce mont sous-marin, les connaissances que nous avions, c'était un mont sous-marin situé avec une base à 2300 mètres de profondeur jusqu'à un sommet situé à environ 1200 mètres. Donc voilà, une montagne sous la mer de 1000 mètres environ. Et des éléments de connaissance que nous avions de campagne réalisée il y a plus de 20 ans. Et une bathymétrie avec une résolution très faible. Donc voilà, c'est pour ça que nous avions des besoins en termes de connaissances pour après effectuer une meilleure gestion sur ce mont sous-marin. Et donc l'objectif pour nous, pour le parc, c'était vraiment une première acquisition de connaissances. Voilà, vraiment un projet de connaissances. Et du coup, je vais laisser Abissa présenter plus précisément les méthodologies et les résultats de cette étude qui pour nous en tout cas sont très importants et nous amènent vers une gestion particulière de ce mont sous-marin. Merci à tous. Ok, je continue alors, Julien. D'abord, bonsoir à tous et merci aussi à la Nouvelle-Calédonie, au cluster, de nous inviter et aux assises d'économie indo-pacifique de venir nous inviter, nous laisser la parole pour vous présenter un exemple concret d'exploration des grands fonds marins. Donc, si Julien et moi-même, nous sommes restés au Pays Basque, on salue quand même notre cher collègue Lionel qui est parmi vous à Nouméa. Donc, c'est le seul de l'équipe qui est avec vous. Sur place physiquement. Donc le sujet de ce jour, comme vous l'a présenté notre ami Jean-Laurent, c'est de vous présenter l'étude du mont sous-marin de la Grillade. Donc je vais juste prendre la parole quelques instants pour vous rappeler les objectifs du projet en tant que chef de mission à bord.
En fait, la campagne s'est déroulée en 2 étapes. D'abord, on a réalisé une mission avec un AUV, donc un AUV, un drone autonome sous-marin, qui est complètement autonome, comme son nom l'indique, et qui n'est pas relié au navire surface par quelconque câble. Donc, il est paramétré depuis la surface, il va très près du fond et il va acquérir de la donnée. Et l'objectif de cette mission, c'était donc de caractériser les habitats en validant en fait un protocole original de reconnaissance, ce qu'on appelle l'approche multi-échelle chez Abyssa, c'est-à-dire de faire voler l'AUV à différentes altitudes du fond marin pour acquérir des données bathymétriques, sonar et caméras vidéo. Et grâce à cette première étape et à cette acquisition de données avec un AUV, on a pu enchaîner une deuxième campagne qui, cette fois-ci, était réalisée avec un ROV. Donc là, c'est un robot sous-marin qui, lui, est relié au navire surface avec un câble électroporteur et qui nous permet d'avoir des images en temps réel et de s'arrêter, d'identifier les espèces, de cartographier la distribution des biocénoses et d'estimer ainsi la richesse spécifique et les abondances. Et comme ça a déjà été précisé en introduction par les précédents interlocuteurs, bien sûr, dès qu'on s'approche des fonds marins, vu qu'on ne les connaît que très très peu, eh ben, on découvre de nouvelles choses. Et c'est Julien qui va vous présenter les résultats et la découverte de nouvelles espèces qu'on a pu mettre en évidence au large de la Corse. Donc les 2 slides suivantes, on peut les passer, Julien. C'était juste pour vous montrer le déroulé de la mission, mais vu qu'on a peu de temps, je préfère te laisser la parole directement pour présenter les résultats qui sont bien plus intéressants. Ok. Merci Jean-Damien. Juste pour vous donner une idée de ce qui a été fait sur les monts sous-marins, on a passé 3 jours d'acquisition avec l'AUV, donc avec le véhicule autonome. On a essayé de maximiser l'acquisition durant ces 3 jours. Et après, on est revenu plus tard et on a fait une seule plongée, donc une journée sur le mont sous-marin avec le robot téléopéré. Donc, vous allez voir l'ensemble des résultats qu'on a réussi à obtenir grâce à ça. Donc, ici est représentée une carte du mont sous-marin de près. Donc, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas ma souris, mais en rouge est représentée l'emprise des mesures multi-beam qu'on a fait. Donc, c'est à l'endroit où on a récupéré la carte bathymétrique haute résolution. Donc, on a commencé, comme disait Jean-Damien, par une acquisition à 60 mètres du fond, donc pour faire l'emprise rouge, pour avoir une bonne idée de comment était le relief au fond. À partir de ces données-là, on s'est rapproché du fond, on a été à 16 mètres d'altitude pour acquérir des données sonars qui nous donnaient une résolution à l'échelle du centimètre. Donc, c'est les emprises jaunes que vous voyez sur la carte. Et ensuite, on a fait des profils caméra avec le véhicule autonome. Donc, on s'est rapproché encore plus proche du fond, entre 3 et 5 mètres, pour essayer d'identifier des biocénoses. Ce que vous voyez en pointillé marron, c'est les profils en ROV qui ont été réalisés du coup, au cours de la mission qui a suivi. Donc ici, sur cette diapo, on voit l'ensemble de la carte bathymétrique haute résolution qui a été réalisée. Donc sur l'image de gauche, en fond, on voit la bathymétrie à 100 mètres de résolution qu'on avait avant la mission. Et nous, on a réussi à obtenir une bathymétrie à 2 mètres de résolution. Alors comment ça se traduit à l'échelle du mont sous-marin? Vous voyez sur la partie droite du diaporama un pan du mont sous-marin avec la bathymétrie 100 mètres, donc du CHOM qu'on avait initialement. Et nous, on a réussi du coup à obtenir une bathymétrie à 2 mètres de résolution et on voit assez clairement qu'il y a des structures qui ont été identifiées. Et ces structures, elles ont par la suite été inspectées avec le ROV pour voir si on y trouvait des habitats caractéristiques. De la même manière, quand on s'est approché du fond en utilisant les images sonars, on peut avoir des différentes couleurs en fonction de la réflectivité du fond. Et ça nous donne une indication de la nature des substrats. Donc, si on est plutôt sur du substrat meuble, du sable ou de la vase, ou du substrat rocheux, en l'occurrence des affleurements rocheux, qui peuvent du coup être le siège de différentes biocénoses. Donc, à partir des données bathymétriques qu'on a obtenues, ainsi que des images sonars, on a été en mesure de construire une carte d'habitat sur la plus grande partie du mont sous-marin. Donc, on remarque qu'il est largement dominé par un faciès sablo-vaseux. Donc, c'est assez caractéristique des écosystèmes des grands fonds. Et on a aussi pu également distinguer des structures sédimentaires qui sont issues de la topographie et de l'hydrodynamisme. Donc en bleu sont représentés des turbidites, qui sont des sortes d'avalanches qui se font sur les pans du mont sous-marin. Et en vert, ce sont des dunes qui sont issues de l'hydrodynamisme et des courants profonds.
Et tout ce qui est cartographié en rose, ce sont les substrats rocheux, donc ils sont propices à l'établissement de faunes fixées, et c'est des habitats qu'on a été visés en particulier lors de l'exploration avec le robot pour essayer d'identifier des espèces comme des coraux notamment. Donc ici, c'est le dernier type d'acquisition avec le véhicule autonome, avec l'AUV. Donc c'est des images. Ici à gauche, on peut voir des structures sédimentaires qui sont à très petite échelle. Donc on voit un sillon qui est une trace sous forme de sillon qui est encadrée en orange et des petits trous qui sont en fait des terriers encadrés en noir. Et grâce à l'AUV, on a aussi pu obtenir des images de la faune qui se trouvait sur le fond. Donc, on a identifié en tout 37 individus qu'on a classés parmi 5 grands groupes taxonomiques. Donc, la résolution taxonomique qu'on obtient grâce aux images de l'AUV, elle est relativement faible. Donc, on s'arrête à l'ordre ou à la famille, parce que vous voyez, la résolution des images, elle est moyenne. Et c'est pour ça qu'on a décidé, du coup, de repartir sur zone avec un ROV. Donc, toutes les images que je vais vous montrer maintenant, c'est issu des images du robot. Donc, elles sont de bien meilleure résolution. Et elles ont été possibles grâce à la première exploration AUV qui nous a permis d'avoir une carte très précise. Donc, on est retourné sur des zones d'intérêt particulier. Et les sillons que je vous présentais tout à l'heure, on les voit ici identifiés, on a pu les mesurer. Donc, ils font à peu près entre 1 et 2 mètres de long pour 50 cm de large. Et on pense que que la baleine de Cuvier, qui est une espèce qui est courante dans le parc naturel marin du Cap Corse, est responsable de ces marques, car on sait qu'elle est capable de plonger jusqu'à 4000 mètres de fond, et elle a un comportement fouisseur quand elle se nourrit dans le sédiment. On a aussi pu identifier plus clairement les terriers qui ont été vus avec la UV. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces graphiques-là, mais en termes de diversité, on avait identifié 35 individus avec la UV. Ici, on en a 735. Donc, c'est largement dominé par les cnidaires, donc les coraux principalement, et les porifères qui sont des éponges. Quelques images de ce qu'on a pu trouver au fond. Donc, on a vu des éponges de formes et de couleurs assez différentes et qui étaient ubiquistes sur le mont sous-marin. La particularité des coraux profonds, c'est qu'ils se nourrissent essentiellement en filtrant l'eau, donc ils ont pas de microalgues symbiotiques comme on peut trouver dans les coraux côtiers. Donc ici, c'est une gorgone Acanthogorgia hirsuta, et on voit sur la gauche de l'image de gauche des tout petits polypes de l'espèce Desmophyllum. Donc ça, c'est une espèce de corail noir. Donc on voit qu'il y a des épibiontes dessus, donc des organismes qui le colonisent. C'est des sortes d'étoiles de mer. Donc ça, c'est du corail bambou, c'est une espèce qui est endémique à la Méditerranée et on peut remarquer sur l'image de droite la taille des polypes qui est très grosse et qui est optimisée pour capter un maximum de particules en suspension dans la colonne d'eau. Donc ici, il y a une petite vidéo d'un requin des grands fonds qui a été identifié. Il est capable d'émettre de la bioluminescence. Un autre exemple ici avec le poisson anguilliforme qu'on avait pu voir sur les images de la UV qui peut faire jusqu'à 1 mètre de long. Je passe rapidement parce que je suis déjà au-delà du timing. Ça, c'est un poisson qui est un poisson trépied, donc du genre Bathypterois. Donc, il a deux nageoires pelviennes modifiées et qui sont munies de grands rayons cartilagineux qui lui permettent de se maintenir en position favorable au-dessus du substrat pour prédater des petits crustacés proches du fond. Et ça, c'est ce que disait Jean-Damien tout à l'heure, la nouvelle espèce de crinoïde qui a été identifiée. Donc les crinoïdes, c'est très proche des étoiles de mer. Et cette espèce-là, elle n'avait encore jamais été trouvée. Donc les échantillons ont été récoltés et ils sont en cours de description. Donc en guise de synthèse principale de tout ce qu'on a fait durant cette mission, c'est que l'approche multi-échelle qui a été mise en œuvre, elle est relativement adaptée pour l'exploration des monts sous-marins profonds. Et la complémentarité AUV, véhicule autonome plus véhicule téléopéré, le ROV, elle nous permet d'acquérir un grand nombre de données assez variées et de bien caractériser à la fois l'environnement physique et les biocénotes qu'on trouve sur le fond. Donc, enfin, les monts sous-marins sont des écosystèmes qui sont uniques et qui sont particulièrement sensibles et vulnérables aux activités humaines. Donc, on peut voir ici de la pollution qu'on a identifiée sur les monts sous-marins. On a aussi des problématiques de pêche au chalut de fond et d'exploitation des encroûtements polymétalliques qui se trouvent à la surface des monts sous-marins. Et donc, il semble primordial de poursuivre l'exploration et l'acquisition de connaissances de ces habitats pour mettre en œuvre des mesures de gestion et de préservation de ces écosystèmes qui sont fragiles. Et merci à tous de votre attention. C'est Michael. Good morning.
Et merci pour cette opportunité. Donc, je vais faire vite, mais je vous invite de passer à la Blue Tech demain aussi, où on sera présent toute la journée pour en parler plus dans plus de détails. Donc, je suis Michael Field, je suis ingénieur en système marin et directeur de la société calédonienne Island Robotics. Et c'est un plaisir de vous présenter notre activité aujourd'hui. Donc, pendant que Abyssa traite les eaux profondes, nous, on s'intéresse plus aux eaux côtières, lagonaires, jusqu'à 300 mètres de profondeur, où il y a des enjeux importants et variés et un besoin de données sous-marines pour à la fois soutenir des nouveaux projets maritimes, leur feasibilité, leur installation, les impacts, et la connaissance et préservation de nos écosystèmes. Donc, j'ai créé Island Robotics il y a 3 ans, ici, sur la base de plus de 15 ans dans le domaine de la robotique marine. Et on a déjà plus de 1200 heures de plongée dans les eaux calédoniennes. Et il s'agit de la première société, et toujours la seule, d'opérer des AUV, des drones sous-marins autonomes dans le Pacifique Sud de type léger. Et léger, je veux dire, ils sont pour le petit profondeur, jusqu'à 300 mètres de profondeur. Ils sont facilement transportables et portables. Ils sont autonomes, qui veut dire qu'on peut déployer plusieurs à la fois pour couvrir une plus grande zone ou même de faire des missions différentes afin de collecter des données complémentaires dans la zone. Et donc, avec une petite équipe de 2 personnes, on revient à la fin de la journée avec plein de données. Donc, on a été assez actifs depuis les derniers 3 ans. Et je peux vous présenter quelques exemples de données rapides. Donc ça, c'est avec le système sonar, on scanne le fond et on peut retirer des informations des natures de fond, des habitats, des géologies, des objets. Et on peut créer des mosaïques géolocalisées qui contiennent beaucoup d'informations, beaucoup de détails. Après, on peut passer en inspection vidéo, soit avec des drones autonomes, soit avec des robots téléguidés comme celui-là, pour avoir plus d'informations complémentaires sur l'environnement sous-marin. On a fait, grâce à ces systèmes sonar, on a pu faire dévoiler les informations du fond de la baie de Nambo, qui a été bien communiqué déjà, ces projets. Donc, malgré la visibilité et la forte présence de navires ou de bateaux au mouillage et de trafic, on a pu retirer beaucoup d'informations sur le fond qui est plus là, qui a permis de développer des stratégies de dépollution. Pareil, on a mené des études de dépollution des objets dangereux et explosifs. Donc, avec nos systèmes sonar, magnétiques et optiques, on peut scanner avec beaucoup de détails les zones de fond pour détecter des objets métalliques présents au fond, même enterrés dans le sédiment. Et grâce à la précision des AUV, des drones, on peut repasser les zones pour contrôler que l'objet dangereux a bien été enlevé. Là, c'est une zone plus large de 15 km². On voit la présence d'une ancienne rivière au fond avec les sédiments plus coarses qui sont plus foncés. Et ce projet, c'était dans le cadre de sécurité maritime, avec le CHOM et la province sud, pour réparer des mines de la guerre qui sont toujours présentes au fond de notre lagon. Donc, on est capable de détecter tout type d'objets présents au fond, les tuyaux, les câbles, les avions, les différents types d'épaves qui sont présentes, les ancres. Et je vous partage aussi un site qu'on vient de trouver il y a quelques semaines, important, qu'il s'agit d'un site de dépôt des Américains à leur départ après la guerre, avec des jeeps, des camions et des canons. C'est dans la zone de grande lumière avec le petit fond.
et avec une soixantaine d'objets dans une petite zone et qui mérite une étude un peu plus détaillée pour les potentiels d'un site de plongée au musée sous-marin. C'est pas loin. Et comme on a les données assez lourdes, merci, et détaillées, on a aussi une plateforme cloud pour faciliter le partage et l'affichage et la communication de nos données avec nos clients sans besoin de soft logiciels spécialisés pour qu'ils puissent explorer et vérifier nos données directement et pour voir s'il faut repasser. Et ça nous a aidé à valoriser notre donnée en pleine résolution. On a plusieurs projets de recherche ou de développement sur la valorisation de données. Je vais peut-être plus en parler demain à la bibliothèque. Donc, sur les herbiers, on a un projet de surveillance maritime porté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la détection des bateaux illégaux. Nous, on fait une pièce de la partie des projets, pardon. Voilà. Chez Island Robotics, on fait l'acquisition, la valorisation de certaines données sous-marines. Mais ça reste une partie des besoins des projets. On a eu de belles collaborations avec des experts locaux, des experts hydrographes, des bureaux d'études, des scaphandriers, pour livrer les solutions complètes. Donc, il existe beaucoup d'expertise maritime quand même pour un petit pays en Calédonie. Et maintenant, on commence à avoir des nouvelles technologies, donc des drones sous-marins, des drones de la surface, des drones aériens, des systèmes LIDAR aussi. Et de plus, le fait d'être en Calédonie, c'est avec l'environnement incroyable sous-marin, son histoire, la diversité sous l'eau, l'activité industrielle maritime, on est capable de développer et prouver des nouvelles solutions de demain, ici, prêtes pour exporter partout dans le monde. Donc, je finis aussi pour dire qu'autonome, ça ne va pas dire facile. Donc, même quand ça marche, c'est super. Il part, il revient avec toutes les données, on rentre. Mais on a eu des attaques de requins, on a perdu des équipements, des caisses, on a remonté, démonté et réparé plusieurs fois nos systèmes. Et il faut être prêt pour agir à tout, et réparer, récupérer. Mais ça, on connaît, on est préparé pour ça. Donc, dans ce cas, il s'est planté, il s'est mal vu le récif, et il s'est planté dans le récif à 40 mètres. Mais on a le système acoustique pour localiser, on a le petit robot fait pour récupérer. Voilà. Et c'est tout. Rapide. Merci et je vous vois. Et je vous vois demain à la bibliothèque, à la station N. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que vous avez des questions? On ne va pas pouvoir en prendre beaucoup parce qu'il faut qu'il y a des présentations à la suite. Bonjour à tous, Guillaume Million, officier de port au port autonome de la Nouvelle-Calédonie. On a beaucoup parlé de connaissances scientifiques. Au-delà de la connaissance scientifique, il y a aussi beaucoup d'observateurs de la mer. Dans quelle mesure vous collaborez avec les gens qui vivent et qui expérimentent la mer au quotidien? Je pense aux pêcheurs, je pense aux marins, je pense aux plaisanciers. Est-ce que c'est une question qui fait partie de vos préoccupations aujourd'hui pour mieux connaître, justement, participer à cette quête de connaissances? Merci Guillaume pour cette question. C'est pour qui exactement? Le cluster maritime. En général, je vais laisser mon collègue Lionel, qui s'y connaît beaucoup mieux, vous répondre. Non, je ne pense pas que je m'y connaisse mieux, mais simplement, évidemment que le cluster maritime travaille avec les gens que vous citez. Mais aujourd'hui, on parle du fond. La session, elle est sur les petits fonds. Donc, Michael a dit tout à l'heure qu'il travaillait avec pas mal de gens. Mais sur les grands fonds, évidemment, le nombre de personnes qui puissent apporter de l'expertise ou de la connaissance, puisqu'en plus on n'en a pas,
Ben, elle est plus délicate, mais on n'a pas encore commencé ça, ici. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a des choses qui se passent au fond qu'on voit, qui remontent jusqu'à la surface. Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui expérimentent au quotidien la mer ont aussi un avis à apporter sur cette exploration-là. Enfin, je pense ils ont souvent une histoire et une culture qui leur permet de porter leur voix, en fait, je pense, dans cette recherche et pour orienter peut-être les recherches scientifiques et ne pas baser l'exploration que sur des faits scientifiques et sur des données. Oui, non, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Bertrand Thureau, je suis le chef de cabinet de Jérémy Catidjo-Monnier, donc je travaille au gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure du projet de loi de pays sur le moratoire, projet de loi de pays portant moratoire sur l'exploration, l'exploitation des ressources minérales dans la ZEE. Ce texte est sur le bureau du Congrès, donc il n'a pas encore été adopté. Il sera examiné en commission le 30 novembre, donc le processus législatif est à nouveau engagé. Une fois qu'il sera adopté, ce texte aura un caractère contraignant. Et vous avez évoqué la durée de 10 ans de ce moratoire. C'est la proposition du gouvernement, mais il y aura peut-être des amendements au Congrès pour porter cette durée à 25 ans. Donc on est déjà sur une durée beaucoup plus importante. Ce moratoire, il concerne la prospection minière et l'exploitation, mais pas du tout la recherche scientifique. Au contraire, nous, le gouvernement, on souhaite favoriser la recherche scientifique. Mais c'est une responsabilité de l'État, la recherche. Et donc ma question, elle est double. L'État va-t-il se saisir de l'exemple calédonien pour mettre en place des moratoires dans les ZEE? Alors j'ai compris que l'exemple calédonien avait bien été intégré, puisque Pascal Lamy a dit tout à l'heure que c'était une sorte de leçon donnée par la Calédonie. Donc j'ai compris qu'il y avait sans doute une réponse favorable, tant mieux. Et la deuxième question, c'est quelle est la stratégie de l'État par rapport à ce besoin de connaissances dès lors qu'il est compétent en matière de recherche? Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'État ici. Oui, le ministre est arrivé. D'accord. Mais si vous voulez bien, comme il n'était pas là... Non, pas encore. Ah oui, pardon, du gouvernement. Ah non, mais vous dites gouvernement et gouvernement central, donc... Mais je voudrais d'abord dire un petit mot, puisque le ministre n'était pas là quand j'ai parlé. Alors, deux, trois choses. J'avais mal compris ou entendu, ou on m'a dit que le moratoire prévu de 10 ans par la Nouvelle-Calédonie incluait l'exploration. Donc je suis heureux. Je suis heureux d'entendre que ce n'est pas le cas, parce que pour moi, un moratoire sur l'exploration, c'est de l'obscurantisme. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. Il faut connaître pour bien protéger. L'océan, il est agressé. Il faut le connaître dans la colonne d'eau, comme dans les grands fonds, pour le protéger. Donc ça c'est la première chose. Alors, la prospection, là, il y a beaucoup de finesse dans l'analyse à faire. On n'a peut-être pas le temps de la faire ici. Maintenant, vous dites, on va passer de 10 ans à 25 ans ou 35 ans, où il peut y avoir des amendements qui aboutissent à ce résultat. Je ne peux que répéter, je le fais, excusez-moi pour les autres, mais justement pour le ministre, parce que je pense qu'il va vouloir répondre, la position du cluster, elle n'est pas du tout... il y a d'ailleurs un même moratoire, enfin un moratoire de même nature qui est étudié en Polynésie. La position du cluster, elle n'est pas du tout contre ces moratoires, puisqu'à l'évidence, il ne faut pas y aller demain, on ne connaît pas assez. Hein. Je reprends ce qu'ont dit les uns et les autres, y compris le secrétaire d'État hier. Et la France, ce n'est pas un moratoire, c'est une interdiction dans ses eaux territoriales. Bon. Et sur la zone, elle rejoint plus ou moins en fait les pays de la pause, et la notion que nous avons, nous, définie au cluster, qui est celle de moratoire conditionnel. Et on pense qu'une durée, c'est artificiel. Alors, à partir du moment où elle dure pas un siècle, comme l'a fait Wallis et Futuna, traumatisés par de mauvaises expériences, bon, un moratoire d'une durée de 10 ans, ça me paraît, si vous voulez, pas choquant en soi. Mais ça me paraît pas correspondre à l'objectif. Nous sommes pour un moratoire conditionnel, ce qui veut dire qu'il peut y avoir certaines zones. Je répète, je le redis, moratoire conditionnel, ça veut dire on ne touche pas, on ne pense pas à l'exploitation tant qu'on n'a pas la garantie de ne pas abîmer les écosystèmes, parce que de toute façon, ça a effectivement une influence. Mais
si la connaissance montre qu'on peut y aller sans risque. S'il y a un risque, on n'y va pas. Même s'il y a une chance, ça paraît raisonnable, on peut peut-être y aller quand même, on n'y va pas. Donc, sans risque, on n'y va pas. Donc, si vous voulez, on est un moratoire conditionnel. Ce que nous pensons plus approprié qu'une durée, qui est quelque chose d'artificiel, selon les endroits, les moments, etc. Il peut y avoir des endroits où le moratoire sera éternel, où il ne faudra jamais y aller, parce qu'on n'aura jamais la connaissance suffisante, où il y a la connaissance dira il ne faut pas y aller. Et puis, il y en a d'autres. N'insultons pas l'avenir, compte tenu des pressions, par ailleurs, qu'ont à gérer les gouvernements, qui est non seulement la sauvegarde des générations présentes, mais des générations futures. J'ai terminé, je me répète un peu. 1, il faut sauver la planète, c'est évident. Mais 2, on a aussi 2,5 milliards d'habitants qui arrivent de plus. Il ne faut pas se priver de ressources si on peut les faire sans abîmer la planète. Donc, moratoire, oui, absolument. D'ailleurs, le mot moratoire, je le répète, il ne signifie pas interruption. En bon français, moratoire, ça veut dire tant que. Bon. Et nous, on rajoute conditionnel pour bien appuyer sur le fait que si à un moment ou à un autre, on peut y aller, il faudra peut-être y aller. Voilà. Donc un moratoire, une durée pour nous, c'est quelque chose d'artificiel. 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, ça ne signifie rien. C'est la connaissance, c'est la science qui nous dira. Et merci pour la promotion. Mais je crois que surtout que les débats politiques auront lieu au Congrès sur le sujet et que c'est pas le lieu pour faire des débats politiques sur ça et qu'on puisse faire des présentations justement de ce qui est fait, comment ça peut être intelligemment fait et c'était le sens des différentes présentations, notamment sur la possibilité d'explorer de manière durable et de savoir gérer nos ressources. Voilà. On a une autre question en haut, Mélanie. Enfin, ça n'empêche pas d'en parler ailleurs qu'au Congrès, enfin entre citoyens, comme au café du commerce, je veux dire. Alors c'est pas une question, c'est juste une réaction suite à la première question, notamment et aux échanges. Stéphane Renard pour le cluster maritime de Polynésie française. Juste reprendre Francis sur le fait que la Polynésie n'a pas un texte à l'étude, il a déjà été voté, le moratoire en Polynésie française par l'Assemblée de la Polynésie française l'année dernière. Donc la position a déjà été prise. Et donc je souhaite rebondir effectivement sur ce qui a été dit sur la première question, parce que ça me paraît essentiel et important. Notre sénateur Tevaro Fritsch a rappelé le lien de nos populations particulièrement fusionnelles avec l'élément maritime et avec l'océan. Et effectivement, il ne faudrait pas que ces questions aussi de grands fonds marins, de campagnes d'études, de campagnes de scientifiques sur nos territoires et dans nos eaux donnent le sentiment qu'on va permettre à des Basques, des Corses, des Bretons, peut-être même des Rochelais, de venir dans nos eaux et dans nos îles sans avoir au préalable parfaitement informé, discuté, échangé avec l'ensemble de nos populations, voire même comment les intégrer à ces campagnes et à ces travaux, au risque, et Abyssal a déjà expérimenté en Polynésie, d'être comment dire ça, d'être tout simplement bouté hors des eaux polynésiennes ou hors des eaux de nos différents territoires d'outre-mer, avec le sentiment qu'on va venir regarder ce qui se passe, que des gens venus de l'extérieur ou des gens dans une bulle scientifique vont venir regarder ce qui se passe, travailler dessus, et peut-être venir de temps en temps faire quelques comptes rendus, voilà, mais ça ne suffira pas. Il va y avoir un sentiment d'intrusion dans un domaine qui, d'un point de vue quasi charnel, appartient à ces populations. Donc il faut vraiment prendre garde à ça. Il y a des questions de conflit d'espace, il y a des questions de conflit d'usage. Et donc la question qui a été posée tout à l'heure sur les usagers de la mer, mais il faut l'étendre aux populations qui résident dans ces territoires, est vraiment cruciale et importante. Sinon, aucune campagne ne pourra bien se tenir. Et l'exemple de Wallis en est un exemple flagrant. Mais Stéphane, je suis étonné de ton commentaire parce que, ou alors tu étais peut-être pas là quand j'ai parlé, j'ai bien dit que la position du cluster maritime français, c'était d'une part le moratoire conditionnel et d'autre part l'association structurée des populations locales ou de leurs représentants dans l'analyse ou l'acceptation des résultats apportés par la connaissance d'une part, et d'autre part la présence de ces populations, de leurs représentants, dans les instances ensuite de gouvernance. Et j'ai même rajouté non seulement les populations locales, mais les ONG non extrémistes qui disent il ne faut même pas explorer la mer.
Donc je pense avoir couvert ce point et la position du cluster, enfin je te remercie de le faire au cas où c'était pas clair, elle est double, c'est moratoire conditionnel et association des populations locales. Et tu l'as cité toi-même, et je crois que je l'ai fait citer aussi dans mon intervention. Exemple merveilleux, c'est évidemment, je dis ça, c'est une contre, c'est ironique de ce qui s'est passé à Wallis et Futuna. Absolument. Non seulement l'attachement, mais l'ancestral, les zones sacrées, enfin, etc., que nous tous, enfin, aucun d'entre nous n'est capable d'analyser ou d'intégrer comme peut le faire la population locale. Et là, ça serait une intrusion. Merci beaucoup. Il me semble juste que M. Rofrich voulait intervenir. Et après, on va clôturer le débat. Oui, rapidement, merci. Et merci pour les interventions. Je voudrais redire peut-être quelque chose que j'ai dit rapidement tout à l'heure. Il ne faut pas non plus qu'on fasse dire à nos ancêtres ce que nous, on a envie de dire aujourd'hui. D'abord parce que je ne pense pas qu'on ait le droit. Et ensuite parce que, voilà, c'est l'entendement même. Par contre, les Polynésiens ont pu traverser le Pacifique sur ces pirogues à une époque où on s'éloignait moins des côtes ailleurs, c'est du fait de l'observation de la nature, du climat, des nuages, des vents, des courants. Et ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas non plus aller contre nature que de dire qu'il faut mieux connaître nos grands fonds pour pouvoir mieux observer ce qui s'y passe, pour pouvoir mieux, effectivement, les protéger ou s'y adapter. Donc, je ne voudrais pas qu'on oppose non plus culture et connaissance, et culture et ce qui nous anime aujourd'hui, cette volonté de protection. Hein, ce n'était pas le sens de mon propos, au contraire. Bien sûr, il y a ce lien viscéral que nous avons avec l'océan, en Polynésie, comme dans le monde mélanésien, comme ailleurs dans le Pacifique, et ailleurs dans le monde aussi, parce que nous n'avons pas le monopole. Mais il ne faut pas opposer cette culture ancestrale que nous avons et cette soif de connaissance. Bien au contraire, c'est parce que nos ancêtres, je pense, connaissaient bien cette nature qu'ils ont pu y évoluer et conquérir cet immense océan Pacifique. Soyons donc dignes de cet héritage. Veillons à ne pas, par nos empreintes et par cette recherche, venir souiller ou anéantir ce que nous ne connaissons pas. Mais allons regarder, connaissons, comme cela nous a été enseigné depuis plusieurs générations. Voilà ce que je voulais rajouter. Pardonnez-moi cet envolé un peu lyrique sur la fin, mais je pense que c'est important de ne pas opposer nos coutumes et nos traditions à cette soif de connaissance. Merci. Alors, et j'étais pas au début de la réunion, je vous prie de m'excuser. Je voulais, au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, remercier Teva, monsieur le sénateur, donc Christopher Gigès, membre du gouvernement, pour votre intervention et pour votre participation. Maruru Maitai, merci.